Elle était juste supposée de marcher à travers le parc, respirer l'air marin, reposer ses pieds, fatiguée après une autre journée sans fin. Mais l'infirmière Betty ne pouvait ignorer ce qu'elle voyait. Une jeune femme touchant son oreille de la même façon encore et encore. Des larmes silencieuses de frustration que personne d'autre ne semblait remarquer. Quand Betty s'approcha, l'amiral s'interposa entre elles comme un mur. Sa fille avait été examinée par les meilleurs médecins que l'argent pouvait acheter. Que pourrait bien voir une infirmière quelconque que tous avaient manqué? Mais le désespoir est une chose étrange. Il vous fait dire oui quand la logique crie non. Et en 4 minutes, avec rien d'autre que des mains stables et un courage tranquille, Betty découvrirait quelque chose qui ferait que l'amiral remettrait en question tout et tous ceux dans qui il avait jamais eu confiance. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et faites-nous savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Profitez de l'histoire. Là, le long du front de mer à Charleston, en Caroline du Sud, où le soleil de fin d'après-midi peignait tout en nuances d'or et d'ambre, les chaussures d'infirmière bleues usées de Betty se déplaçaient lentement sur le pavé patiné. Chaque pas était lourd. Chaque pas était mérité. Ses chaussures avaient parcouru 1000 couloirs d'hôpital, avaient tenu à travers d'innombrables chirurgies, l'avaient porté à travers des moments de triomphe et de pertes insupportables. Elles étaient éraflées, tachées, belles dans leur imperfection. Les chaussures de quelqu'un qui avait dédié sa vie à prendre soin des autres, même quand prendre soin d'elle-même semblait impossible. Elle ne savait pas, alors qu'elle marchait vers ce banc au bord de l'eau, que sa vie était sur le point de changer pour toujours. À 20 pieds de là, une jeune femme était assise immobile dans un fauteuil roulant, sa main allant à son oreille dans un geste qui semblait presque inconscient. Une fois, 2 fois, une 3e fois. Son nom était Kate et elle avait 20 ans. Bien que ses yeux portaient l'épuisement de quelqu'un qui avait vécu beaucoup plus longtemps, il y avait de la frustration dans ce mouvement répété. Un désespoir silencieux que la plupart des gens ne remarqueraient pas, parce que la plupart des gens avaient appris à ne pas la voir du tout. Kate avait été invisible toute sa vie. Debout derrière elle, une main posée protectriquement sur la poignée du fauteuil roulant, se tenait un homme dont la posture appartenait à quelqu'un habitué au commandement. L'amiral James Winters. Décoré, respecté, un homme qui avait affronté des ennemis en haute mer, qui avait pris des décisions qui affectaient des milliers de vies, qui portait son allure militaire de la façon dont d'autres hommes portaient des costumes coûteux. Mais en ce moment, dans ce parc avec sa fille, il n'était pas un amiral. Il était juste un père qui avait passé 20 ans à regarder son enfant souffrir en silence. Un père qui avait échoué. Il avait dépensé 10 millions de dollars pour essayer de la sauver. Il avait fait venir des spécialistes de Johns Hopkins, de la Mayo Clinic, de Suisse et de Londres et de partout entre les deux. 14 experts. 14 fois, il avait permis à l'espoir de s'insinuer. 14 fois, cet espoir avait été écrasé sous le poids de mots d'excuses et de promesses vides. Il n'y a rien que nous puissions faire. Peut-être devriez-vous accepter. Je suis désolé. Toujours désolé. Jamais de solution. Et ainsi, il avait appris à accepter l'inacceptable. Sa fille n'entendrait jamais sa voix, n'entendrait jamais l'océan qu'elle aimait visiter, n'entendrait pas les mots « je t'aime » prononcés à voix haute, seulement signés avec des mains qui tremblaient d'inadéquation. Mais alors, Betty vit quelque chose. Son instinct d'infirmière, affûté par 15 ans d'unité de soins intensifs et de salle d'urgence, capta ce que tous les autres avaient manqué. Ce geste répété, cette frustration spécifique, la main de Kate allant à son oreille encore et encore, comme une question posée que personne n'écoutait. Betty ne pouvait pas l'ignorer. Elle avait essayé. Elle s'était dit de s'occuper de ses affaires, de profiter de son après-midi de congé, de laisser quelqu'un d'autre être le héros pour une fois. Mais ses pieds continuaient d'avancer vers cette étrangère en fauteuil roulant, vers cette jeune femme qui avait besoin que quelqu'un la voie. L'amiral remarqua l'approche immédiatement.
Son entraînement militaire, ses instincts protecteurs, tout en lui passant en mode défensif. Il avait vu trop de gens fixer sa fille, trop qui chuchotaient et pointaient du doigt, trop qui traitaient Kate comme une curiosité plutôt que comme un être humain. Cette infirmière s'approchait trop. Mais Kate leva les yeux et dans ses yeux, il y avait quelque chose que l'amiral n'avait pas vu depuis des années. L'espoir. Fragile, dangereux, dévastateur espoir. Betty s'agenouilla devant le fauteuil roulant, ses genoux fatigués protestant, son dos endolori par la semaine qui avait essayé de la briser. Mais ses mains étaient stables. Ses mains étaient toujours stables. Elles formaient des formes dans l'air, des signes. Une question posée en silence. Puis-je être ton ami? La main de l'amiral flottait dans l'air entre eux, prise dans ce terrible moment entre protection et possibilité. Chaque instinct lui criait de tirer Kate, de la protéger d'une déception de plus, d'une personne de plus qui regarderait sa fille et ne verrait que ce qui était brisé. Mais que pourrait bien voir une infirmière quelconque que les meilleurs médecins du monde avaient manqué? Que pourraient accomplir 4 minutes que des millions de dollars et des décennies de désespoir n'avaient pu faire? Le désespoir est une chose étrange. Il vous fait dire oui quand chaque pensée rationnelle crie non. Il vous fait faire confiance à des étrangers quand la confiance n'a jamais mené qu'au chagrin. Il vous fait croire au miracle même après que vous ayez vu chaque miracle se transformer en poussière. Le visage de l'amiral était un champ de bataille. Peur, espoir, colère, épuisement, protection, amour. Tout cela luttant pour la dominance tandis que sa main restait figée en l'air. Et sa fille leva les yeux vers cette infirmière fatiguée, avec des yeux qui suppliaient « S'il te plaît, papa, laisse-la essayer. » En 4 minutes, avec rien d'autre que des mains stables et un courage tranquille, l'infirmière Betty Rodriguez découvrirait quelque chose qui briserait tout ce que cette famille pensait savoir. Quelque chose qui exposerait une vérité si dévastatrice que l'amiral remettrait en question chaque expert, chaque système, chaque autorité en qui il avait jamais eu confiance. Certains miracles ne nécessitent pas des millions de dollars. Ils nécessitent juste quelqu'un qui se soucie assez pour regarder. Laissez-moi vous emmener au moment où tout a changé. Un moment qui a commencé par l'épuisement, la curiosité et une simple question en langue des signes. Les genoux de Betty touchèrent le pavé chaud alors qu'elle s'abaissait devant Kate, et dans ce seul geste, quelque chose se déplaça dans l'air entre eux. La plupart des gens se tenaient debout quand ils parlaient à Kate. Ils la regardaient de haut, leurs yeux glissant sur son visage, mal à l'aise avec le silence qui semblait suivre cette jeune femme partout où elle allait. Mais Betty s'agenouilla. Elle se fit plus petite, vulnérable, égale. Ses mains burinées, marquées par des années d'insertion et de soins aux patients, se déplacèrent dans l'espace entre eux avec une grâce qui semblait presque chorégraphiée. Les signes étaient simples, délibérés. Chaque placement de doigt, chaque mouvement de ses poignets portait une signification qui transcendait le son. « Puis-je être ton ami ?» Ce n'était pas une question clinique. Ce n'était pas la politesse de pratique d'un professionnel de la santé faisant son devoir. C'était une invitation, brute, honnête. Le genre de question que les enfants se posent dans les aires de jeu avant que le monde ne leur apprenne à être prudent, à être sur leur garde, à se protéger de la déception. Les yeux de Kate s'écarquillèrent légèrement, et un instant, elle fixa simplement cette étrangère qui s'était matérialisée devant elle comme une réponse à une prière qu'elle n'avait pas su qu'elle priait. Les gens ne demandaient pas à être l'ami de Kate, ils la plaignaient, ils la prenaient en pitié, ils souriaient de ces sourires serrés et inconfortables qui disaient « Je vois ta brisure et je ne sais pas quoi en faire ». Mais cette femme, cette infirmière fatiguée aux yeux gentils et aux mains qui parlaient une langue que Kate comprenait, demandait quelque chose de différent. Elle demandait une connexion. Les propres mains de Kate se levèrent lentement, presque hésitantes, comme si elle avait peur que ce moment ne se brise si elle bougeait trop vite.
Ses doigts formèrent la réponse, claire et certaine malgré le tremblement qui venait des années passées à être invisible. Oui, juste un mot, un signe, mais il y avait là une vie de solitude cherchant un refuge. Et puis Kate sourit. Ce n'était pas le sourire poli qu'elle avait appris à arborer en public. Celui qui disait « Je vais bien, ne vous inquiétez pas pour moi ». C'était un sourire authentique, surpris. Le sourire de quelqu'un qui avait oublié ce que c'était que d'être choisi plutôt que toléré. Betty sourit en retour, et dans cet échange, quelque chose de remarquable se produisit. Deux étrangers, séparés par les circonstances et l'expérience, trouvèrent un langage commun qui n'avait rien à voir avec les mots et tout à voir avec le fait de se voir mutuellement comme pleinement humains. Mais alors les instincts professionnels de Betty, ceux qui avaient maintenu ses patients en vie à travers d'innombrables urgences, commencèrent à prendre le dessus. Ses yeux, qui avaient été doux de chaleur, s'aiguisèrent avec concentration. Elle remarqua la façon dont la main de Kate dérivait inconsciemment vers son oreille droite à nouveau, le geste si habituel que Kate elle-même ne semblait pas consciente qu'elle le faisait. Il y avait quelque chose dans le mouvement qui frappa Betty comme familier. Elle l'avait vu avant il y a des années chez un jeune patient qui avait été mal diagnostiqué pendant des mois. Le regard de Betty se déplaça légèrement, passant du visage souriant de Kate aux côtés de sa tête à l'oreille que Kate continuait de toucher. Et là, dans la lumière dorée de l'après-midi qui traversait le parc, Betty vit quelque chose. C'était subtil, facile à manquer si on ne regardait pas attentivement. Mais Betty regardait toujours attentivement. C'est ce qui faisait d'elle une infirmière exceptionnelle plutôt que simplement compétente. Son expression changea. La chaleur ne quitta pas ses yeux, mais autre chose s'y joignit. La reconnaissance, l'inquiétude, le calcul prudent de quelqu'un qui venait de tomber sur des informations qui ne correspondaient pas au récit qu'on lui avait raconté. La main de Kate se déplaça à nouveau vers son oreille, et cette fois, Betty observa le geste avec une attention complète. Il y avait de la frustration dedans, une sorte d'irritation impuissante, comme quelqu'un qui essaie de gratter une démangeaison qu'il ne peut pas tout à fait atteindre. Ce n'était pas le geste de quelqu'un qui avait accepté sa condition. C'était le geste de quelqu'un qui savait au plus profond de ses os que quelque chose n'allait pas, quelque chose qui pouvait être réparé. L'amiral se tenait à quelques pieds de là, son langage corporel criant la prudence. Il avait vu sa fille espérer auparavant. Il l'avait vu faire confiance à des médecins qui faisaient des promesses qu'ils ne pouvaient pas tenir. Il l'avait tenue pendant qu'elle pleurait, après chaque procédure ratée, chaque consultation décevante, chaque moment où les experts secouaient la tête et s'éloignaient. Et maintenant voici une autre étrangère, une autre personne qui pensait pouvoir aider. Et il sentait ses murs protecteurs s'élever comme des fortifications contre un assaut inévitable. Mais Kate ne regardait pas son père. Elle regardait Betty avec une expression que l'amiral reconnut parce qu'il s'était prévenu 1000 fois. C'était le regard de quelqu'un qui se noie et qui vient d'apercevoir une bouée de sauvetage. Désespérée, terrifiée, pleine d'espoir malgré toutes les raisons rationnelles de ne pas l'être. Les mains de Betty bougèrent à nouveau, formant de nouveaux signes, posant une question qui changerait la trajectoire de leurs 3 vies. Puis-je regarder ton oreille? Les mots planèrent dans l'air comme une promesse ou une menace, selon qui les recevait. Pour Kate, ils étaient une possibilité. Pour l'amiral, ils étaient un danger. Pour Betty, ils étaient simplement ce qui devait se passer ensuite. Parce qu'en ces quelques secondes d'observation, de regarder le geste répété de Kate et de voir ce qui se trouvait en dessous, Betty avait reconnu quelque chose que 14 spécialistes de renommée mondiale avaient inexplicablement manqué. Quelque chose de si simple, de si direct, qu'elle ne pouvait presque pas croire que c'était réel. Mais pour comprendre pourquoi ce moment importait tant, vous devez savoir ce qui l'a précédé. Vous devez connaître les 20 années de silence de Kate. Vous devez comprendre le poids de 2 décennies passées dans un monde où tout le monde parlait mais personne n'écoutait vraiment. Où les experts examinaient mais ne voyaient pas vraiment. Où l'amour était abondant mais les solutions introuvables.
Vous devez savoir comment une famille se fracture sous le poids de l'impuissance et comment une fille apprend à se faire petite dans un monde qui a déjà décidé qu'elle ne correspond pas tout à fait. Kate est née dans un monde où elle ne pourrait jamais vraiment entrer. Tandis que d'autres enfants riaient sur les terrains de jeu, elle regardait des bords, ses petites mains agrippant la clôture grillagée, ses yeux suivant le mouvement des lèvres qu'elle ne pouvait lire, et des jeux qu'elle ne comprenait pas. Elle avait 5 ans la première fois qu'elle réalisa qu'elle était différente. Pas juste calme, pas juste timide, différente d'une façon qui faisait que les autres enfants reculaient quand elle s'approchait, leur mère les rapprochant avec des sourires nerveux qui n'atteignaient jamais tout à fait leurs yeux. Sur le terrain de jeu de l'école primaire à Norfolk, Virginie, où son père était stationné, Kate se tenait à cette clôture regardant un groupe de filles jouer à la corde à sauter. Leur bouche bougeait, leur visage s'éclairait de joie. Mais pour Kate, c'était comme regarder la télévision avec le son coupé. Elle pouvait voir l'histoire, mais elle ne pouvait pas entendre les mots, et sans les mots, elle ne pouvait pas trouver son chemin. Elle essaya une fois de les rejoindre, marcha droit vers la fille tenant la corde, et fit son plus grand sourire. La fille la regarda, puis ses amis, et elles commencèrent toutes à bouger leur bouche rapidement. Kate savait qu'elle parlait d'elle. Elle pouvait le voir dans leurs yeux, dans la façon dont elles se regardaient, puis la regardaient à nouveau. Quand elle ne répondit pas à la question qu'elles avaient osée, elles se tournèrent simplement et continuèrent leur jeu comme si elles n'avaient jamais été là du tout. Kate retourna à la clôture. C'est devenu sa place, l'endroit où elle appartenait, à l'extérieur, regardant à l'intérieur. Au moment où elle eut 12 ans, Kate avait appris à se rendre invisible. Dans la cafétéria du collège, elle était assise seule au bout d'une longue table, son plateau repas, une barrière entre elle et le monde. À 3 sièges de distance, un groupe de filles chuchotait et pointait du doigt, leurs yeux dardant vers elle, puis s'éloignant, comme si la regarder directement pouvait d'une manière ou d'une autre être contagieux. Kate gardait la tête baissée, se concentrant sur son sandwich, prétendant qu'elle ne remarquait rien, prétendant que ça ne faisait pas mal. Mais ça faisait mal. Chaque jour, ça faisait mal. Elle avait essayé de se faire des amis, avait essayé des carnets remplis de conversations écrites et de sourires pleins d'espoir. Mais les enfants de 12 ans sont cruels dans leur efficacité. Ils n'ont pas le temps pour les carnets et les patients. Ils ont des secrets à partager et des poudins à répandre. Et rien de tout cela ne peut attendre quelqu'un qui a besoin que tout soit écrit. À 14 ans, dans sa classe d'anglais de première année, Kate a vécu une humiliation qui se rejouerait dans son esprit pendant des années. L'enseignante, nouvelle et peu familière avec la situation de Kate, l'appela pour lire à voix haute dans le manuel. Kate n'entendit pas son nom. Elle resta assise là, fixant les pages, inconsciente que 30 paires d'yeux s'étaient tournés vers elle. L'enseignante rappela, plus fort cette fois, sa voix prenant une pointe d'impatience. Le garçon à côté de Kate lui tapota l'épaule, la surprenant. Elle leva les yeux pour voir la bouche de l'enseignante bouger rapidement, son expression un mélange de frustration et de quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Kate sentit son visage brûler en réalisant ce qui se passait. Elle se leva lentement, essayant de trouver la bonne page, essayant de comprendre ce qu'on lui demandait. La classe éclata de rire, non pas parce qu'elle était drôle, mais parce qu'elle était différente, parce que la regarder lutter était un divertissement. L'enseignante calma la classe et fit signe à Kate de s'asseoir, son expression s'adoucissant en ce regard familier que Kate avait appris à haïr. Pitié, toujours pitié, jamais compréhension. Mais il y avait une personne qui ne regardait jamais Kate avec pitié. Sa mère, Sarah Winters, voyait sa fille comme entière, complète, parfaite, malgré ce que le monde insistait être brisé. Les soirs tranquilles, quand l'amiral était déployé et que la maison semblait trop grande et trop vide, Sarah s'asseyait avec Kate dans sa chambre. Une seule bougie vacillait sur la table de nuit,
projetant des ombres dansantes sur les murs. Sarah avait appris la langue des signes quand Kate avait 3 ans, passant des heures à regarder des vidéos et à pratiquer jusqu'à ce que ses doigts puissent prononcer les mots que sa voix ne pouvait transmettre à sa fille. À 16 ans, Kate devenait fluide, ses mains se déplaçant avec grâce et précision, et ses sessions de bougies devinrent sacrées. Une mère et une fille parlant sans son, se comprenant d'une manière qui allait plus loin que Louis ne pourrait jamais. Il y avait des nuits où Sarah pleurait en signant, ses larmes captant la lumière de la bougie, alors qu'elle disait à Kate à quel point elle était belle, à quel point elle était forte, à quel point elle était aimée. Et Kate pleurait aussi, non pas de tristesse, mais de la gratitude accablante d'être vraiment vue par un autre être humain. Dans ces moments, la surdité de Kate n'importait pas. Son isolement n'existait pas. Il n'y avait que la chaleur des mains de sa mère formant des mots dans l'air et la connaissance qu'elle n'était pas seule. Sarah fit croire à Kate qu'elle pouvait survivre dans un monde qui ne voulait pas lui faire de place. Et puis quand Kate eut 18 ans, quelques mois seulement après avoir obtenu son diplôme de lycée, Sarah tomba malade. La chambre d'hôpital ne ressemblait en rien à leur conversation de chambre éclairée à la bougie. Les lumières fluorescentes étaient dures et impitoyables, rendant la peau de sa mère d'un gris maladif. Les machines bipayaient et bourdonnaient autour d'elle, mais Kate n'entendait rien de tout cela. Elle ne pouvait que voir la poitrine de sa mère monter et descendre avec une difficulté croissante, chaque souffle étant une bataille qu'elle perdait lentement. Les mains de Sarah étaient faibles, presque trop faibles pour signer, mais elle essaya quand même. Ses doigts tremblaient en formant les formes, se déplaçant lentement à travers les mots familiers. Je t'aime. 3 signes, 3 promesses, 3 morceaux du cœur de Kate se brisant simultanément. Kate serra la main de sa mère, la pressant contre sa propre joue, ses larmes tombant sur les draps d'hôpital. Elle signa en retour frénétiquement, désespérément, ses mains disant tout ce qu'elle n'aurait jamais le temps de dire. Ne me quitte pas, s'il te plaît, ne me quitte pas. J'ai besoin de toi, je ne peux pas faire ça seul. Mais les yeux de Sarah devenaient déjà distants, sa respiration devenant superficielle. Ses doigts bougèrent une dernière fois, formant un seul mot que Kate porterait avec elle pour toujours. Forte. Tu es forte. Et puis elle fut partie. Kate avait perdu la seule personne au monde qui lui avait fait sentir qu'elle appartenait. La seule personne qui avait appris sa langue au lieu de s'attendre à ce qu'elle apprenne la leur. La seule personne qui l'avait regardée et avait vu non pas un handicap, mais une fille. Et son père, l'amiral décoré James Winters, regarda impuissant sa fille disparaître dans un silence qui n'était plus seulement lié à son incapacité à entendre. C'était un silence de chagrin, de perte, d'une jeune femme qui avait finalement été convaincue qu'elle passerait toute sa vie à l'extérieur, à regarder. Mais il refusa de l'accepter. Il refusa de croire que sa fille était destinée à une vie d'isolement et de limitation. Si l'amour ne pouvait pas la guérir, alors l'argent le ferait. Si les prières n'étaient pas exaucées, alors la science fournirait la solution. Il trouverait un moyen de donner à sa fille la vie que sa mère avait voulu pour elle, quel qu'en soit le coût. Peu importe combien de fois il devait espérer, seulement pour que cet espoir soit brisé en morceaux. L'amiral James Winters commandait des porte-avions. Il avait négocié avec des gouvernements étrangers lors de crises qui auraient pu provoquer des incidents internationaux. Il avait gagné chaque médaille que la marine pouvait donner, chaque éloge, chaque reconnaissance qui accompagne 3 décennies de services distingués. Des hommes et des femmes sous son commandement s'étaient tournés vers lui pour des réponses dans des moments où l'échec n'était pas une option et il ne les avait jamais déçus. Mais il ne pouvait pas sauver sa propre fille. Le premier spécialiste vint avec des références qui se lisaient comme un conte de fées médicales. Johns Hopkins, chercheur publié, pionnier dans la technologie des implants cochléaires. L'amiral s'assit dans la salle de consultation immaculée avec Kate, qui avait 18 ans et était encore à vif de la mort de sa mère, et il s'accrochait à l'espoir comme un homme qui se noie s'accroche à un morceau de bois flotté. Le médecin examina Kate avec un équipement coûteux qui bourdonnait et bipait.
Des machines qui coûtaient plus cher que la plupart des maisons des gens. L'examen prit 3 heures. Le verdict prit 3 minutes. Je suis désolé, amiral. Les dommages sont trop étendus. Un implant clair ne serait pas efficace dans le cas de votre fille. Le visage de Kate, qui avait été tendu par une anticipation nerveuse, devint soigneusement vide. Elle avait bien appris cette expression. L'amiral écrivit un chèque de 487 000 $ pour des tests, pour des consultations, pour un espoir qui ne menait nulle part. Au troisième spécialiste à la Mayo Clinic, quelque chose avait changé chez Kate. Elle ne regardait plus les médecins avec attente. Elle était assise sur la chaise d'examen, les yeux fixés sur le sol, refusant d'établir un contact visuel avec quiconque, y compris son père. L'amiral regarda sa fille se retirer davantage en elle-même, tandis qu'un autre expert en blouse blanche tâtait, scannait et testait pour seulement livrer le même sourire apologétique et les mêmes mots écrasants. Peut-être devriez-vous accepter que les choses sont simplement ainsi, sauf que ce mot sonnait comme une trahison. L'amiral n'avait jamais accepté la défaite de toute sa carrière, et il n'était pas sur le point de commencer avec son propre enfant. Il écrivit d'un autre chèque, 623 000 $ cette fois. Le nombre ne s'enregistrait presque plus. Le 7e spécialiste était en Suisse, un homme dont l'amiral avait lu les articles de recherche tard dans la nuit, soulignant des passages qui semblaient promettre percée après percée. Ce docteur était différent, se dit l'amiral. Ce docteur comprenait des cas comme celui de Kate. Le rendez-vous était prévu pour 1 semaine de tests intensifs. Mais au 3e jour, quand les résultats ne montrèrent rien de nouveau, rien d'espoir, rien du tout, le calme de l'amiral craqua finalement. Il se retrouva dans le bureau du docteur, sa voix s'élevant d'une manière qui aurait été impensable dans sa carrière militaire, exigeant plus de tests, des tests différents, des procédures expérimentales, n'importe quoi. Le médecin suisse le regarda avec une sympathie professionnelle qui semblait plus insultante qu'un renvoi pur et simple. « Amiral, nous avons fait tout ce que la science médicale permet actuellement. Parfois, nous devons accepter nos limites. » Il y avait à nouveau ce mot « accepter ». Kate se tenait dans le coin du bureau, silencieuse, regardant son père se disputer avec un homme qui n'avait pas de réponse. Elle toucha son oreille, ce geste habituel, et quelque chose dans son expression suggérait qu'elle avait déjà accepté ce que son père refusait de reconnaître. L'amiral écrivit un autre chèque de 891 000 $. La clinique suisse avait le meilleur équipement d'Europe après tout. Sûrement cela valait quelque chose. Au 10e spécialiste à Londres, Kate s'était complètement repliée. Elle refusa de participer aux examens, restant immobile et insensible, tandis que les médecins posaient des questions auxquelles elle ne répondait pas et menaient des tests auxquels elle ne s'engageait pas. L'amiral se retrouva à s'excuser du comportement de sa fille, une phrase qui lui semblait empoisonnée en bouche. Elle ne se comportait pas mal. Elle se protégeait de la seule façon qu'elle connaissait. Peut-être le spécialiste londonien suggéra-t-il doucement. Il est temps de se concentrer sur l'adaptation plutôt que sur la guérison. Langue des signes, lecture labiale, aménagement. Votre fille peut encore avoir une vie épanouissante. Mais l'amiral ne voulait pas d'adaptation. Il voulait la restauration. Il voulait que sa fille entende sa propre voix, qu'elle entende la musique, qu'elle entende les vagues de l'océan qu'elle aimait s'asseoir à côté. Il voulait lui donner le monde dont sa mère avait rêvé, même si Sarah n'était plus là pour le voir. Il écrivit un autre chèque. Les montants avaient cessé de correspondre quelque part autour du 3e million. Tard un soir dans son bureau, entouré de factures médicales qui formaient des tours précaires sur son bureau, l'amiral s'autorisa enfin à ressentir le poids de son échec. La seule lampe de bureau projetait de longues ombres à travers la pièce, illuminant les médailles militaires montées sur le mur derrière lui. Décoration pour la valeur, pour le leadership, pour l'excellence stratégique. Récompense qui célébrait un homme qui pouvait résoudre n'importe quel problème, surmonter n'importe quel obstacle, guider son peuple à travers n'importe quelle crise.
Mais aucune d'entre elles ne pouvait aider sa fille ici. Les médailles semblaient se moquer de lui dans leur silence brillant. On lui avait accordé de la reconnaissance pour des choses qui importaient bien moins que cela. Et pourtant, la seule chose qui importait le plus restait à jamais hors de portée. L'amiral mit sa tête dans ses mains, ses épaules tremblant d'un chagrin qu'il retenait depuis 2 ans, et s'autorisa un moment d'abandon complet à l'impuissance qui le traquait depuis la mort de Sarah. Juste un instant. Et puis il se composa, redressa son dos et tendit la main vers le téléphone pour planifier une autre consultation. Le 14e et dernier spécialiste était à Boston. Un ami d'un ami l'avait recommandé, parlant avec des tons respectueux de ses approches innovantes et de son refus d'abandonner les cas difficiles. L'amiral se dit que celui-ci serait différent. Celui-ci devait être différent. Kate avait 20 ans maintenant, et il pouvait voir sa fille disparaître dans une vie à moitié vécue, isolée et résignée à son silence. Le docteur de Boston était minutieux, professionnel, gentil dans sa prestation, mais les mots étaient les mêmes mots qu'il avait entendus 13 fois auparavant, prononcés avec 13 accents différents provenant de 13 institutions prestigieuses différentes. « Je suis désolé, Admiral Winters. Il n'y a rien de plus que nous puissions faire. » Le visage de l'amiral, qui était resté ferme à travers les situations de combat et les cauchemars diplomatiques, s'effondra finalement. Pas de manière dramatique, pas avec des larmes ou des cris, juste un effondrement subtil des traits, un obscurcissement de quelque chose d'essentiel derrière ses yeux. Kate regarda son père s'effondrer, et quelque chose dans sa propre expression suggérait qu'elle se blâmait pour sa douleur. Ils sortirent de cette clinique de Boston en silence. La main de Kate dans celle de son père, tous deux, comprenant qu'ils avaient atteint la fin d'une route qui leur avait tout coûté et ne leur avait rien donné en retour. Il avait dépensé 10 millions de dollars, consulté 14 experts à travers 6 pays, voyagé dans les institutions médicales les plus prestigieuses du monde, et chacun d'entre eux avait dit la même chose. Il n'y a rien que nous puissions faire. Peut-être devriez-vous accepter. Je suis désolé. Ils avaient tous tort. Mais ils ne le sauraient jamais. À 300 mètres de là, l'infirmière Betty Rodriguez achevait le genre de semaine qui vous fait remettre en question votre vocation. Le lundi matin arriva à l'hôpital général du comté comme toujours, avec les lumières fluorescentes bourdonnant leur froide salutation et l'odeur de désinfectant se mêlant au café brûlé de la cafetière de la salle de pause qui n'était jamais nettoyée correctement. Betty pointa à 6 heures du matin, son lecteur de badge bipant sa reconnaissance, alors qu'elle pressait son badge contre le scanner. Le badge était décoré de 15 ans d'épingles de service, de petits marqueurs métalliques de dévouement qui devenaient plus lourds avec chaque année qui passait. Elle avait déjà l'air fatiguée. Le genre de fatigue que le sommeil ne répare pas, parce que ce n'est pas vraiment une question d'heures non reposées. C'est une question du poids de trop se soucier dans un système qui ne se soucie pas assez. Le mardi à 2 heures du matin, Betty se retrouva dans le service de pédiatrie longtemps après que son quart de travail aurait dû se terminer, agenouillée à côté du lit d'un petit garçon de 6 ans qui venait de sortir d'une opération pour lui retirer l'appendice. L'enfant pleurait, non de douleur, mais de peur. Appliquant sa mère, qui ne pouvait être là parce qu'elle travaillait de nuit de l'autre côté de la ville, essayant de conserver l'assurance qui avait payé cette opération. Quelqu'un devait rester avec lui. Quelqu'un devait s'assurer qu'il savait qu'il n'était pas seul. Alors, Betty resta. Elle tint sa petite main dans la sienne, cicatrisée et capable, et chanta doucement, une berceuse que sa propre mère lui avait chantée en espagnol des décennies auparavant. Sa voix était rauque d'épuisement, craquant sur les notes aiguës, mais le garçon s'en fichait. Il avait juste besoin d'entendre quelque chose d'humain, quelque chose de doux, quelque chose qui disait que le monde n'était pas entièrement fait de métal froid et de machines bipantes. « Merci, infirmière Betty », murmura-t-il alors que ses yeux se fermaient enfin. Sa respiration se régularisant dans le rythme paisible du sommeil. Elle ne partit pas avant d'être certaine qu'il se reposait confortablement. Cela la fit rentrer chez elle 3 heures en retard,
3 heures de sommeil en moins avant le début de son prochain quart de travail. Mais le calcul n'avait pas d'importance quand un enfant avait besoin de réconfort. Le mercredi la trouva dans la salle de pause à midi, mangeant une pizza froide que quelqu'un avait laissée dans le réfrigérateur commun parce qu'elle n'avait pas eu le temps de préparer un déjeuner ou de prendre un petit déjeuner ou de faire aucune des choses que les gens avec des emplois normaux faisaient pour prendre soin d'eux-mêmes. Son téléphone sonna juste au moment où elle prenait sa première bouchée, une compagnie d'assurance. Il refusait la couverture pour un des médicaments de ses patients, une décision qui enverrait probablement une femme diabétique en crise parce qu'elle ne pouvait pas se permettre l'insuline sans l'approbation de l'assurance. Betty passa toute sa pause de 30 minutes sur cet appel, sa voix passant d'une explication patiente à une insistance ferme, à une frustration à peine contrôlée, alors qu'elle se disputait avec un représentant qui lisait un script et n'avait probablement jamais vu un vrai patient de sa vie. Elle cita des codes médicaux, l'historique du patient, les protocoles de traitement, tout ce qui pourrait convaincre ce bureaucrate sans visage qu'une vie humaine valait plus que l'algorithme qui avait signalé cette réclamation comme étant refusable. Je comprends votre politique, mais vous devez comprendre que sans ce médicament, mon patient se retrouvera aux urgences, ce qui coûtera à votre entreprise 10 fois le prix de cette ordonnance. Alors peut-être pourriez-vous reconsidérer. L'appel se termina par un peut-être, un nous allons l'examiner, une non-réponse qui signifiait que Betty ferait le même appel demain et le jour d'après, jusqu'à ce que quelqu'un ayant une autorité réelle décide que la vie de ses patients importait. Sa pizza était froide et figée au moment où elle raccrocha. Elle la mangea quand même. Jeudi soir, 23 heures, Betty traversa le parking de l'hôpital avec les pas lents et prudents de quelqu'un dont le corps menait une rébellion tranquille. Ses pieds lui faisaient mal d'une manière qui dépassait la fatigue normale. Elle baissa les yeux vers ses chaussures d'infirmière, le cuir blanc taché et craquelé, les semelles usées par des milliers de kilomètres parcourus sur les sols d'hôpital. Ses chaussures étaient avec elle depuis 2 ans. Elle durerait probablement encore un mois si elle avait de la chance. Elle arriva à sa voiture et s'assit sur le siège du conducteur pendant 10 minutes avant d'avoir l'énergie de tourner la clé. Le gardien de sécurité du parking, faisant ses rondes, frappa à sa vitre pour s'assurer qu'elle allait bien. Elle lui fit un pouce levé et un sourire fatigué. Juste en train de me reposer, juste en train d'essayer de me souvenir comment être une personne au lieu d'une infirmière. Vendredi matin, 5h30, Betty se tenait dans la salle de bain de l'hôpital, éclaboussant de l'eau froide sur son visage, fixant son reflet dans le miroir sous les lumières fluorescentes impitoyables. La femme qui la regardait avait des cernes sous les yeux qu'aucune quantité d'anticernes ne pouvait cacher. Ses blouses, fraîches de son casier ce matin, avaient déjà une petite tache d'une des perfusions d'un patient qui avait fui lors de l'insertion. Ses cheveux étaient tirés en un chignon pratique qui avait renoncé à être soigné quelque part vers le mercredi. Elle prit une profonde inspiration, le genre qui est censé vous centrer et vous donner de la force, mais qui vous rappelle en réalité à quel point vous êtes fatigué. Un jour de plus, dit-elle à son reflet. Juste un jour de plus. Dans son casier se trouvait une photographie scotchée à l'intérieur de la porte. Sa fille, Maria, 16 ans, souriante dans son uniforme scolaire. Betty travaillait ses quarts de travail sans fin pour que Maria puisse aller dans une bonne école afin qu'elle puisse avoir des opportunités que Betty n'avait jamais eues, pour qu'elle puisse rêver plus grand que juste survivre. Chaque heure supplémentaire, chaque repas manqué, chaque moment d'épuisement profond était pour se sourire sur la photographie. Cette pensée la porta à travers le vendredi, à travers les tournées de médicaments et les pansements et les membres de la famille qui avaient besoin que quelqu'un explique ce que les médecins avaient dit dans un langage qui avait réellement du sens. À travers les moments de crise et les longues périodes de soins de routine qui étaient en quelque sorte plus épuisantes que les urgences, car elles nécessitaient une attention soutenue sans l'adrénaline pour vous porter. Quand 7 heures arriva enfin et que son quart de travail se termina officiellement, Betty se tint devant la pointeuse,
son doigt planant au-dessus du bouton qui la libérait pour sa propre vie. Un collègue passant avec une brassée de dossiers cria « Betty, rentre chez toi. Tu as été ici 73 heures cette semaine. » Betty parvint à sourire. « Je vais d'abord au parc, j'ai juste besoin de respirer. » Le collègue secoua la tête affectueusement. « Tu vas t'essouffler jusqu'à la tombe. Va te reposer. L'hôpital sera toujours là lundi. » Mais Betty ne pouvait pas rentrer directement chez elle. Pas encore. Elle avait besoin d'un moment qui n'appartenait qu'à elle. Une poche de temps où elle n'était pas l'infirmière Rodriguez avec 15 ans d'épingle de service et une capacité infinie pour la douleur des autres. Elle avait besoin de s'asseoir quelque part de paix et d'ouvert et de se souvenir du goût de l'air frais quand on ne le respirait pas à travers un masque chirurgical. Elle avait besoin de se souvenir que le monde condamnait plus que de la souffrance, plus que des lumières fluorescentes et des batailles d'assurance, et des enfants pleurant des mères qui ne pouvaient pas venir. Tout ce qu'elle voulait, c'était un après-midi de paix. Juste assez pour se souvenir pourquoi elle avait choisi cette profession impossible en premier lieu. L'univers avait d'autres plans. Cet après-midi de mardi, 2 étrangers entrèrent dans le même parc pour des raisons complètement différentes. Ni l'un ni l'autre ne savaient que leur vie était sur le point de se croiser. Betty arriva la première. Sa voiture se gara sur le petit parking adjacent au parc du front de mer de Charleston, où les rivières Ashley et Cooper rejoignaient le port. Elle resta un instant au volant, rassemblant l'énergie de bouger avant d'ouvrir finalement la portière et de sortir dans la chaleur de fin d'après-midi. La lumière dorée du soir approchant peignait tout en tons ambrés doux, le genre de lumière qui rend même les choses fatiguées belles. Elle marcha lentement vers un banc près de l'eau, ses souhaits travaillant le cordon autour de son cou, le passant par-dessus sa tête et le rangeant dans son sac. Ce simple geste semblait jeter une armure. Elle n'était pas l'infirmière Rodriguez ici. Elle était juste Betty, juste une femme qui avait besoin de s'asseoir et de respirer. Elle s'assit sur le banc, ferma les yeux et inspira profondément. Air salin, le parfum léger du jasmin de quelque part à proximité, la chaleur du soleil sur son visage. Pour la première fois en 5 jours, ses épaules commencèrent à se détendre. De l'autre côté du parc, l'amiral guida Kate le long du sentier du front de mer, marchant à ses côtés dans un silence complice. Ils venaient souvent d'ici, à cet endroit où l'eau rencontrait le ciel et où le monde semblait brièvement gérable. Kate aimait le parc même si elle ne pouvait pas entendre les vagues ou les mouettes. Elle pouvait sentir la brise et voir la lumière danser sur l'eau, et parfois c'était suffisant. Ils trouvèrent leur endroit habituel, une zone ombragée avec vue sur le port, et s'installèrent. L'amiral se tenait à proximité, les mains dans les poches, regardant les voiliers dériver au loin. Kate s'assit tranquillement, son visage tourné vers l'eau, puis sa main se déplaça vers son oreille. Juste un toucher rapide, à peine perceptible. L'amiral ne le vit pas. Il regardait les bateaux, perdu dans ses pensées sur des spécialistes ratés et l'espoir décroissant. La main de Kate bougea à nouveau, cette fois pressant légèrement plus fort contre son oreille, et elle grimaça. Quelque chose n'allait pas. Ça n'avait jamais vraiment été bien, mais aujourd'hui c'était pire. Une pression, une irritation, quelque chose qui lui donnait envie d'enfoncer ses doigts et de retirer tout ce qui causait cet inconfort constant et exaspérant. La 3e fois que sa main se déplaça vers son oreille, une seule larme coula sur sa joue. Pas de douleur exactement, mais de la frustration de 20 ans passés à essayer de réparer quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir ou comprendre. Elle était tellement fatiguée de toucher son oreille, tellement fatiguée de la sensation que quelque chose n'allait pas, tellement fatiguée d'être brisée. De l'autre côté du parc, les yeux de Betty s'ouvrirent. Pas lentement, pas paisiblement, mais avec l'alerte soudaine de quelqu'un dont les instincts avaient été déclenchés. Elle n'avait rien entendu, rien senti consciemment,
Mais une partie de son cerveau d'infirmière avait enregistré un mouvement dans sa vision périphérique. Une jeune femme, geste répétitif, main à l'oreille. Betty observa une fois, deux fois, trois fois. Ce mouvement, elle l'avait vu auparavant il y a des années, chez une patiente qui avait été mal diagnostiquée pendant des mois, jusqu'à ce que Betty ait finalement regardé d'assez près pour voir ce que tout le monde avait manqué. Sa voix intérieure murmura ce que son esprit conscient commençait tout juste à comprendre. Ce mouvement, je l'ai déjà vu. Elle se leva, son épuisement oublié, son corps bougeant avant que son cerveau n'ait pleinement traité la décision. Ce n'était pas son affaire. Ce n'était pas sa patiente. Elle devrait se rasseoir et finir son moment de paix. Mais ses pieds la portaient déjà en avant, à travers l'herbe, vers cette étrangère qui touchait son oreille, avec la même répétition frustrée que Betty reconnaissait de sa propre expérience médicale. L'amiral remarqua son approche. Son langage corporel changea immédiatement, les instincts protecteurs s'activant. Il s'approcha légèrement de Kate, se positionnant entre sa fille et cette étrangère qui marchait vers eux avec détermination. Et c'est alors que Betty le vit. Quelque chose de petit, quelque chose qui n'allait pas, quelque chose que tous les experts avaient manqué. Tout l'entraînement de Betty lui disait de s'occuper de ses propres affaires. Elle n'était pas en service. Ce n'était pas sa patiente. Ce n'était pas sa responsabilité. Elle n'avait pas le droit de s'immiscer dans la vie d'une étrangère basée sur rien de plus qu'une intuition et un geste familier. Mais quelque chose ne la laissait pas partir. À chaque pas à travers l'herbe vers Kate et son père, le débat interne de Betty grandissait. Ce n'est pas mon affaire. Je suis épuisé. Je pourrais me tromper. Et si je me trompais? Mais si j'avais raison? Et si personne d'autre ne l'avait remarqué? Et si c'était le seul moment qui comptait et que je partais parce que j'étais fatigué? L'amiral remarqua son approche alors qu'elle était encore à 15 pieds. Sa posture militaire se redressa immédiatement, tout son langage corporel passant de détendu à alerte. Sa main se déplaça instinctivement pour se poser près de l'épaule de Kate, un geste protecteur si automatique qu'il semblait inconscient. Il avait passé 2 décennies à regarder les gens fixer sa fille, chuchoter à propos de sa fille, traiter sa fille comme une curiosité, et il n'allait pas laisser une autre étrangère la faire se sentir moins qu'humaine. Betty s'arrêta à 3 pieds, assez près pour communiquer, mais assez loin pour ne pas être menaçante. Elle offrit un sourire doux, le genre qu'elle avait perfectionné en 15 ans à approcher des patients effrayés dans les salles d'urgence. Doux, sincère, non menaçant. Et puis ses mains bougèrent, ne tendant pas la main, ne faisant pas de gestes pour attirer l'attention, formant simplement des formes dans l'air avec une précision entraînée. « Puis-je être ton ami? » Les yeux de Kate s'écarquillèrent de surprise. Les gens ne l'approchaient pas. Les gens ne lui signaient pas. Les gens ne demandaient certainement pas à être son ami. Un instant, elle fixa simplement cette femme à l'air fatigué aux yeux gentils, qui s'était matérialisée de nulle part en parlant sa langue. Puis lentement, hésitante, comme si elle avait peur que ce moment ne se brise si elle bougeait trop vite, les propres mains de Kate se levèrent et formèrent sa réponse. Oui, son sourire était authentique. Surpris, le sourire de quelqu'un qui avait oublié ce que c'était d'être choisi. Mais l'amiral ne souriait pas. Sa voix était ferme, portant le poids du commandement militaire et de la protection paternelle. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous? » Betty tendit lentement la main dans son sac, télégraphiant ses mouvements. Afin de ne pas l'alarmer, et sortit son badge d'identification d'hôpital. Elle le tint en l'air où il pouvait le voir clairement. La photo, le nom, Betty Rodriguez, infirmière autorisée, hôpital général du comté, 15 ans d'épingle de service scintillant dans la lumière de l'après-midi. « Je suis infirmière, dit-elle doucement, sa voix confiante mais gentille. J'ai remarqué l'inconfort de votre fille. J'ai déjà vu ce geste, la façon dont elle continue de toucher son oreille. Je me demandais juste si je pouvais être en mesure d'aider. » La mâchoire de l'amiral se serra. «
aider. Tout le monde voulait aider. 14 spécialistes avaient voulu aider. Ils avaient tous échoué. Que pourrait bien faire une infirmière du hôpital de comté que les meilleurs médecins du monde n'avaient pas déjà tenté? Nous avons vu des spécialistes, dit-il, sa voix plus dure maintenant. Les meilleurs du monde. S'il y avait quelque chose à faire, ils l'auraient trouvé. Betty hocha la tête, sans le défier, sans argumenter. Je comprends, je suis sûr qu'ils ont été très minutieux, mais parfois, avec respect, parfois des yeux neufs voient des choses différemment. Je vous demande juste de me laisser regarder. Juste regarder. Rien d'invasif, rien qui puisse causer du tort. Et si je me trompe, s'il n'y a rien que je puisse voir, alors vous n'aurez perdu que 5 minutes de votre temps. L'amiral ouvrit la bouche pour refuser. Chaque partie rationnelle de son cerveau lui criait de protéger Kate d'une déception de plus, d'un moment d'espoir fallacieux de plus, d'une personne de plus qui la regarderait et ne verrait que ce qui était brisé. Il avait parcouru cette route 14 fois, et 14 fois cela n'avait mené nulle part sinon plus profondément dans le désespoir. Mais alors il regarda Kate, et Kate regardait Betty avec une expression qui brisa quelque chose en lui. L'espoir, après tout, après tous les échecs et les promesses brisées, sa fille avait encore de l'espoir. Ses yeux le suppliaient. « S'il te plaît, papa, laisse-la essayer ici même. J'ai besoin de savoir quelque chose. Si vous croyez aux gens qui aident des étrangers sans raison, sans récompense, sans reconnaissance, appuyez sur ce bouton d'abonnement, car ce que Betty fait ensuite demande plus que du courage. Et les trolls qui disent qu'elle ne le fait que pour attirer l'attention ne comprendront pas cette histoire. Mais vous le ferez. » Les mains de Betty bougèrent à nouveau, formant la question qui allait tout changer. « Puis-je regarder ton oreille? » Kate hocha la tête sans hésitation. Le corps entier de l'amiral se tendit, chaque muscle contracté et prêt à intervenir si cette étrangère faisait quoi que ce soit qui puisse blesser sa fille. Mais il ne l'arrêta pas. Il avait donné sa parole, aussi à contre-cœur que ce fut, et l'amiral James Winters tenait ses promesses. Betty sortit son téléphone de sa poche et activa la lampe de poche, le faisceau lumineux laid et brillant traversant la lumière dorée de l'après-midi. Elle s'approcha de Kate, ses mouvements lents et délibérés. « Professionnel. Je vais légèrement incliner ta tête, dit-elle doucement. » Même si Kate ne pouvait pas l'entendre, mais la douce pression de la main de Betty communiquait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Kate tourna la tête, exposant son oreille droite à l'examen de Betty. Le soleil de fin d'après-midi combiné à la lumière du téléphone créa un faisceau qui semblait presque chirurgical dans sa précision. Betty se pencha, son visage à quelques centimètres de l'oreille de Kate, ses yeux se plissant avec la concentration intense de quelqu'un qui avait passé 15 ans à s'entraîner à voir ce que les autres manquaient. Pendant les 30 premières secondes, son expression resta complètement professionnelle, méthodique, l'attitude habituelle d'une infirmière, effectuant un examen de routine. Elle regarda attentivement l'oreille externe, l'entrée du conduit auditif, vérifiant tout signe évident d'infection ou d'anomalie. Et puis son expression changea. Betty avait examiné des milliers d'oreilles au cours de ses 15 ans de carrière. Elle avait vu des infections non traitées pendant des semaines, des objets étrangers que des enfants avaient logés dans des endroits où ils ne devraient pas être, des complications chirurgicales, des dommages dus à des accidents. Mais ce qu'elle vit maintenant lui coupa le souffle. Profondément dans le conduit auditif de Kate, visible uniquement grâce à l'angle parfait de la lumière et à l'œil entraîné de Betty, se trouvait un blocage. Pas petit, pas insignifiant. Une obstruction substantielle qui était probablement là depuis des années, peut-être des décennies, pressant contre le tympan de Kate et empêchant le son de voyager correctement à travers le conduit. Le masque professionnel de Betty glissa. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit légèrement dans une expression de pure incrédulité. Elle recula, clignant des yeux avec force.
se demandant si l'épuisement lui faisait voir des choses qui n'étaient pas là. Puis elle se pencha à nouveau, ajustant l'angle de la lumière, regardant d'une position différente pour confirmer ce qu'elle pensait avoir vu. C'était toujours là, clair comme le jour, indubitable. Ses mains commencèrent à trembler légèrement, la lampe de poche du téléphone vacillant, alors que la réalité de ce qu'elle voyait s'abattait sur elle comme une vague. Ce n'était pas une condition génétique. Ce n'était pas une lésion nerveuse. Ce n'était pas un trouble neurologique complexe qui nécessitait des millions de dollars d'équipement pour être diagnostiqué. C'était un blocage physique, quelque chose qui pouvait être retiré. L'amiral regarda le visage de Betty changer, regarda son calme professionnel se fissurer et sentit son cœur commencer à battre dans sa poitrine. Il avait déjà vu cette expression sur les visages de médecins. Ce moment où il découvrait quelque chose d'inattendu, mais il avait toujours été suivi de mauvaises nouvelles. Plus de complications, un pronostic pire. Une autre raison pour laquelle rien ne pouvait être fait. Mais cette fois, quelque chose dans l'expression de Betty était différent. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui avait trouvé quelque chose de terrible. C'était le regard de quelqu'un qui ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Quoi? La voix de l'amiral sortit plus rauque qu'il ne l'avait voulu. « Que voyez-vous? » Betty recula de Kate, sa main couvrant sa bouche, ses yeux toujours écarquillés de choc. Elle ne put parler un instant, ne put trouver les mots pour expliquer ce qu'elle venait de découvrir. Comment pouvait-elle dire à cet homme que sa fille avait souffert pendant 20 ans à cause de quelque chose qui aurait dû être détecté lors d'un examen de routine? Comment pouvait-elle lui dire que 14 spécialistes, avec tout leur équipement et leur expertise et leurs prestigieuses références, avaient d'une manière ou d'une autre manqué quelque chose d'aussi évident? Dites-moi. La voix de l'amiral était plus forte maintenant, plus insistante, teintée de désespoir et de peur, et d'un espoir à peine contenu. Dites-moi. Betty baissa sa main, ses yeux rencontrant ceux de l'amiral. Et quand elle parla enfin, sa voix était à peine un murmure. Il y a un blocage substantiel dans son conduit auditif, physique, amovible. Les mots planèrent dans l'air entre eux comme une révélation et une accusation à la fois. C'était impossible. Aucun médecin, aucun spécialiste n'aurait dû manquer cela. Mais ils l'avaient fait tous les 14. Il y avait un blocage profond dans le conduit auditif de Kate. Pas génétique, pas neurologique, quelque chose de physique, quelque chose d'amovible. Betty fouilla dans son sac et en sortit un petit bloc-notes, le genre que les infirmières emportaient pour noter les horaires de médicaments et les notes des patients. Ses mains étaient plus stables maintenant. Le choc initial cédant la place à une clarté professionnelle. Elle ouvrit un stylo et commença à esquisser rapidement un diagramme simple mais efficace de l'oreille humaine, l'oreille externe, le conduit, le tympan, et puis avec une précision minutieuse, elle dessina une masse sombre bloquant le passage entre le monde extérieur et les mécanismes délicats qui traduisaient le son en signification. Elle leva le bloc-notes pour que Kate et l'amiral puissent le voir clairement. Kate se pencha en avant, ses yeux parcourant le dessin, essayant de comprendre ce que cette étrangère lui montrait. Le doigt de Betty pointa le blocage qu'elle avait dessiné, puis fit un geste vers l'oreille de Kate, rendant la connexion claire, même sans mots. L'amiral fixa le diagramme, son esprit luttant pour traiter ce qu'il voyait, un blocage. Sa voix sortit confuse, presque enfantine dans son ahurissement. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Les spécialistes, tous, ils ont dit des lésions nerveuses, une prédisposition génétique, des anomalies structurelles dans l'oreille interne. Ils ont dit que c'était complexe, irréparable. Betty rencontra ses yeux avec une franchise inébranlable. Je ne peux que vous dire ce que je vois. Et ce que je vois est une obstruction physique claire. Elle est profonde, c'est probablement pourquoi elle a été manquée, mais elle est là et elle est immovible. Kate avait lu sur les lèvres de Betty. Sa maîtrise de la lecture labiale s'était affinée au cours de 20 ans de nécessité. Ses yeux s'écarquillèrent, alors que le sens de ses mots s'ancrait.
Amovible. Sa main vola à sa bouche, la couvrant comme pour retenir un son qu'elle ne pouvait pas faire. Son autre main tendit la main vers le bras de son père, le serrant fermement, désespérément. L'amiral sentit le poids de ses mots s'abattre sur lui comme une force physique. 20 ans. 20 ans de sa fille vivante en silence. 20 ans à la regarder déjeuner seule, à la voir se tenir aux marges de la vie plutôt que d'y participer. 20 ans de médecins et de tests et de consultations et de factures qui avaient atteint des millions et ce n'était qu'un blocage. Quelque chose qui aurait pu être retiré par une simple procédure. Quelque chose qui aurait dû être détecté lors d'un examen de base. La colère commença comme une petite braise dans sa poitrine et grandit rapidement en quelque chose qui menaçait de le consumer entièrement. Comment? Sa voix s'élevait maintenant, l'autorité militaire se mêlant à la rage paternelle. Comment 14 spécialistes ont-ils manqué cela? Les meilleurs médecins du monde, Johns Hopkins, Mayo Clinic, Suisse, Londres, Boston. Ils avaient un équipement valant des millions. Ils ont fait des scanners. Ils ont fait des tests. Ils l'ont examiné pendant des heures. Sa voix se brisa sur ce dernier mot. Le calme qu'il avait maintenu pendant 2 décennies de déception commençait enfin à se fracturer. Êtes-vous en train de me dire que ma fille a souffert pendant 20 ans parce que personne n'a pris la peine de réellement regarder? L'expression de Betty était compatissante, mais honnête. Elle ne lui mentirait pas, n'adoucirait pas cette vérité juste pour la rendre plus facile à avaler. Je ne sais pas comment ils l'ont manqué. J'aimerais pouvoir vous le dire. Parfois en médecine, les spécialistes se fient trop au diagnostic précédent. Si le premier médecin a dit que c'était une lésion nerveuse, les 12 suivants ont pu simplement chercher la confirmation de ce diagnostic plutôt que d'examiner avec des yeux neufs. Parfois, nous voyons ce que nous nous attendons à voir plutôt que ce qui est réellement là. Elle marqua une pause, laissant cela s'assimiler, puis ajouta doucement « Mais je peux l'aider, si vous me laissez faire. » Des années auparavant, au début de sa carrière, Betty avait rencontré un cas similaire, un adolescent à qui on avait dit qu'il avait une perte auditive irréversible, à qui on avait installé des aides auditives coûteuses qui n'avaient jamais vraiment fonctionné correctement. Betty effectuait un contrôle de routine lors d'une visite à l'hôpital pour un problème sans rapport quand elle avait remarqué le même geste répétitif, le même toucher frustré de l'oreille. Elle avait regardé, vraiment regardé, et avait trouvé un blocage qui était là depuis l'enfance. 20 minutes plus tard, ce garçon pouvait entendre correctement pour la première fois en une décennie. Elle n'avait jamais oublié le regard sur son visage, l'émerveillement, la colère, la joie mêlée à la réalisation dévastatrice de toutes les années qu'il avait perdues. L'amiral voulait croire. Chaque fibre de son être voulait s'accrocher à cet espoir et le tenir prêt. Mais il avait espéré avant, 14 fois avant, et chaque fois l'espoir était devenu un autre couteau dans sa poitrine, s'enfonçant plus profondément à chaque échec. Comment pouvait-il se permettre de croire à nouveau? Comment pouvait-il risquer de voir le visage de sa fille s'effondrer une fois de plus quand cela s'avérait n'être qu'une autre impasse? Mais Kate le regardait avec ses yeux suppliants, et en eux, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années. Pas seulement de l'espoir, de la détermination. Elle était prête à essayer. Même après tout, elle était toujours prête à risquer la déception pour la chance, aussi petite soit-elle, que cette fois-ci soit différente. La voix de Betty était stable, confiante, mais douce. Je peux essayer de le retirer ici. Tout de suite, les mots atterrirent entre eux comme une grenade dont la goupille avait été retirée. L'amiral regarda Betty, puis Kate, puis de nouveau Betty. Son corps était figé, pris entre l'instinct de protection et le besoin désespéré de croire que cette fois, au moins, quelqu'un pouvait aider. Il pouvait s'éloigner, protéger sa fille d'une déception de plus. Ou il pouvait faire confiance à une étrangère avec la chose la plus précieuse de son monde. Sa voix intérieure lui criait. Elle pourrait se tromper.
C'est une infirmière d'hôpital de comté, pas une spécialiste. Elle pourrait blesser Kate. Et si quelque chose tournait mal? Et si le blocage était attaché à quelque chose de vital? Et si le retirer causait des dommages permanents? Je pourrais la perdre. Je pourrais perdre ma fille pour toujours. Mais alors, coupant le bruit de sa peur, vint un souvenir net, clair, dévastateur. Il y a 2 ans, une chambre d'hôpital qui sentait l'antiseptique et la mort. Sarah, sa femme, la mère de Kate, allongée dans son lit avec des tubes et des fils, la reliant à des machines qui bipaient leurs vaines assurances. Elle était si faible qu'elle pouvait à peine lever les mains. Mais elle avait rassemblé assez de force pour lui signer un dernier message. Ses doigts s'étaient déplacés lentement, tremblant d'effort, formant des mots dans l'air entre eux. Promets-moi que tu n'arrêteras jamais d'essayer. Promets-moi que tu n'abandonneras jamais. Il lui avait pris les mains dans les siennes, les serrant contre sa poitrine et avait hoché la tête à travers ses larmes. Je promets, je promets. Sarah avait alors souri, un petit sourire paisible, et avait fermé les yeux pour la dernière fois. L'amiral cligna des yeux avec force, se ramenant au présent, à ce banc de parc où sa fille était assise le regardant avec des yeux qui reflétaient ceux de sa mère. Les mains de Kate bougeaient maintenant, formant des signes avec une urgence désespérée. « S'il te plaît, papa, laisse-la essayer. » Ses mains tremblaient. L'amiral le remarqua avec une surprise distante, parce que ses mains ne tremblaient jamais. Il avait commandé des navires à travers des tempêtes, pris des décisions de vie ou de mort sous le feu, signé des ordres qui envoyaient des gens au danger. Ses mains avaient toujours été stables, mais maintenant elles tremblaient visiblement alors qu'il les serrait en poing, essayant de les forcer à se contrôler, puis les relâcha, acceptant que certaines choses ne pouvaient pas être contrôlées. Kate le regardait toujours, attendant, espérant, lui faisant confiance pour faire le bon choix, même s'il n'avait plus aucune idée de ce qu'était le bon choix. L'amiral hocha la tête une fois. C'était un hochement de tête militaire, net et décisif, le genre de hochement de tête qui transmettait le commandement et la certitude. Mais alors sa voix le trahit, craquant alors qu'il prononçait les seuls mots qui comptaient. « Ne la blesse pas. S'il te plaît, ne la blesse juste pas. » L'expression de Betty s'adoucit de compréhension. Elle savait ce que ce moment lui coûtait. « J'ai besoin que vous me fassiez confiance tous les deux, » dit-elle doucement. Puis ses mains bougèrent, signant à Kate. « Peux-tu rester très immobile pour moi? » « Très, très immobile. » Kate hocha la tête, sa mâchoire serrée de détermination. Elle avait été piquée et palpée par 14 spécialistes. Elle avait enduré d'innombrables examens et procédures. Où elle pouvait faire ça? Elle le ferait. Betty avait 4 minutes. 4 minutes pour tenter ce que des millions de dollars ne pouvaient acheter. 4 minutes pour créer un miracle ou briser ce qui restait du cœur de cette famille. Avec rien d'autre qu'une paire de pinces à épiler de son trousseau de clés et les mains stables d'une vétéran de 15 ans, Betty commença. Elle sortit le petit outil de son sac, le genre de pince de précision que les infirmières gardaient pour retirer les échardes et les corps étrangers. Dans des circonstances normales, elle aurait utilisé des instruments médicaux appropriés dans un environnement stérile. Mais ce n'était pas un hôpital, et parfois les circonstances exigeaient l'improvisation. Elle pressa du désinfectant pour les mains sur les pinces, les frottant pour les nettoyer. Ses mouvements efficaces et exercés, Kate resta parfaitement immobile, son dos droit, sa tête inclinée selon l'angle que Betty lui avait donné. La lampe de poche du téléphone était calée contre l'épaule de Betty, créant un faisceau de lumière qui illuminait le conduit auditif avec une précision chirurgicale. Betty s'agenouilla sur le pavé, ses genoux fatigués oubliés, chaque once de sa concentration réduite à ce seul moment. Première minute, les pinces entrèrent lentement, avec précaution dans le conduit auditif de Kate. La main de Betty était absolument stable, malgré le poids de ce qu'elle tentait. L'amiral se tenait à 3 pieds, observant, tout son corps rigide de tension.
Il voulait détourner le regard, voulait s'épargner la vue d'un autre échec, mais il ne le pouvait pas. Ses yeux étaient fixés sur le visage de sa fille, cherchant le moindre signe de douleur. Une seule larme coula sur la joue de Kate, mais elle ne bougea pas. Pas un tressaillement, pas un tremblement. Sa mâchoire était serrée avec le genre de courage qui vient d'avoir enduré 20 ans de déception et de choisir encore d'espérer. Deuxième minute, la sueur se forma sur le front de Betty, une seule goutte attrapant la lumière dorée de l'après-midi alors qu'elle traçait le long de sa tempe. Sa main resta stable, les pinces avançant lentement plus profondément dans le conduit. Elle pouvait sentir une résistance, le blocage dansé et tenace après des années d'être logé en place. Sa respiration était contrôlée, mesurée. Chaque expiration un effort conscient pour maintenir le calme. L'amiral commença à faire les 100 pas à 3 pas de là, revenant en arrière, incapable de rester immobile. Sa discipline militaire s'effondrait sous le poids de l'impuissance. Il se força à revenir pour être témoin de ce qui se passerait ensuite, même si cela le détruisait. Troisième minute, Betty rencontra une résistance plus forte, le blocage ne bougeait pas, et elle fit une pause, se retirant légèrement, recalibrant son approche. Ses yeux se plissèrent de concentration alors qu'elle ajustait l'angle, cherchant le bon point de levier. Les phalanges de Kate étaient blanches là où elle agrippait le bord du banc, mais elle ne bougea toujours pas. Quatrième minute. Betty entra à nouveau en contact, cette fois sous un angle différent. Elle appliqua une pression douce mais ferme. Pendant 3 secondes, rien ne se passa. Puis soudain, quelque chose céda. Le blocage relâcha son emprise et Betty le retira avec soin, méticuleusement, du conduit auditif de Kate. Elle recula, tenant les pinces pour examiner ce qu'elle avait retiré. Le blocage était petit, d'apparence presque insignifiante. Des années de matière accumulée, compressée et durcie, maintenant posée inoffensivement au bout de ses pinces. Et puis le visage de Betty devint pâle. Ses mains se figèrent. Ses yeux s'écarquillèrent dans une expression qui fit s'arrêter le cœur de l'amiral. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. Pendant 3 secondes, tout s'arrêta. Le parc, le monde, le temps lui-même sembla retenir son souffle. En fait, quelque chose allait bien. Pour la première fois en 20 ans, quelque chose allait enfin, incroyablement bien. Le parc ne changea pas. Le soleil ne perça pas soudainement les nuages. Il n'y eut pas d'orchestre, pas de moment cinématographique, juste du son. Kate haleta, une inspiration nette et soudaine. Ce fut le premier son conscient qu'elle fit en présence de son père en 20 ans. Sa main vola à son oreille, les yeux écarquillés de choc alors que le monde s'engouffrait. Le vent dans les feuilles, sa tête se tourna brusquement vers les arbres. Des mouettes criant au-dessus, des enfants lointains riant, un chien aboyant, des pas sur le pavé, chaque son qui lui avait été enfermé affluant soudainement en même temps. La voix de l'amiral trembla. « Kate, Katie, tu m'entends? » Et la voix de Kate, brisée et imparfaite et absolument magnifique, forma son premier mot. « Papa ». L'amiral tomba à genoux, serrant à la fois sa fille et Betty dans ses bras. 20 ans de chagrin se déversant en sanglots incontrôlés. Kate toucha sa gorge, sentant les vibrations de sa propre voix, riant et pleurant simultanément. Betty se permit de pleurer, des larmes coulant sur son visage fatigué. Les promeneurs s'arrêtèrent, gardant une distance respectueuse, certains essuyant leurs propres larmes alors qu'ils étaient témoins de quelque chose de sacré. Si vous pleurez en ce moment, vous n'êtes pas seul. Commentez. Je crois au miracle. Si ce moment vous a touché, et si vous pensez que les infirmières comme Betty méritent de la reconnaissance, pas les médecins qui ont manqué cela, mais l'infirmière qui l'a vu en 4 minutes, écrasez ce bouton « J'aime ». Montrez à l'algorithme que la gentillesse compte. 30 minutes plus tard, ils étaient toujours dans le parc. Kate ne pouvait pas partir. Chaque son était une découverte, un cadeau qui lui avait été refusé pendant 2 décennies. Elle fit des gestes frénétiques à Betty et à son père pour qu'ils se taisent, inclinant la tête vers les arbres où chantaient des moineaux.
Son visage s'illumina d'émerveillement. Ce son, murmura-t-elle, sa voix non entraînée et brute. Qu'est-ce que c'est les oiseaux? Betty signa et parla simultanément. Kate rit du son de son propre rire, puis rit plus fort à quel point cela lui semblait étrange. Elle expérimenta le fredonnement, le claquement de langue, le fait de dire des mots au hasard juste pour entendre comment ils se formaient. L'amiral regarda sa fille reprendre vie. « Pourquoi t'es-tu arrêté ?» demanda-t-il doucement à Betty. « Pourquoi n'as-tu pas simplement continué à marcher ?» Betty sourit. « Parce qu'elle avait besoin d'une amie. » Kate se tourna vers eux deux, les yeux brillants. « Dites mon nom, s'il vous plaît. Je veux entendre comment il sonne. »« Kate, » murmura l'amiral. « Kate, » dit Betty doucement. Un jogger qui passait, témoin du moment, s'arrêta et ajouta « Kate ». Des larmes de joie coulèrent sur son visage, alors que le coucher de soleil peignait le ciel d'orange et de rose. Ils s'assirent ensemble sur le banc. Trois étrangers devenus une famille en 4 minutes impossible. La voix de l'amiral se brisa. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Betty lui serra la main. « Soyez juste là pour elle. » Mais une question ne quitta pas l'amiral. Comment 14 spécialistes ont-ils manqué ce qu'une infirmière a vu en quelques secondes? 3 jours plus tard, à 2 heures du matin, il était assis à son bureau, entouré des dossiers médicaux de Kate. Il avait demandé les dossiers complets de chaque spécialiste, exigeant des réponses. Le premier email arriva avec une pièce jointe. Il ouvrit le PDF, faisant défiler des pages de jargon technique. Page 47, âge 3, note d'examen. Impaction de cérumen visible dans le conduit auditif droit. Mineur, cause peu probable de perte auditive. L'amiral haleta. Il fit défiler la page suivante. Recommander des tests génétiques, ignorer le blocage de l'oreille. Ses mains tremblèrent alors qu'il ouvrait le fichier suivant. Et le suivant, un schéma apparut avec une clarté écœurante. Chaque spécialiste ultérieur avait simplement fait référence aux conclusions du premier médecin. Dossier après dossier montrait le même diagnostic copié. Aucun d'entre eux n'avait réellement examiné l'oreille de Kate. Ils avaient juste lu les rapports précédents et acquiescé. 13 spécialistes, des millions de dollars, et pas un seul n'avait pris la peine de regarder. Ses poings claquèrent sur le bureau. Les métaux encadrés au mur cliquetèrent. Sa fille avait souffert pendant 17 ans parce qu'un médecin avait fait une supposition paresseuse et que 13 autres étaient trop arrogants pour la remettre en question. Ils ne l'avaient pas tous manqué. Le premier médecin l'a vu et a décidé que cela n'avait pas d'importance. Ces 14 médecins pratiquent toujours, facturent toujours des millions. Si vous croyez que les patients méritent des médecins qui les regardent réellement, commentez. Plus de dossiers ignorés, pas pour moi. Pour la prochaine Kate, fidèle à sa parole, l'amiral revint. Mais il ne vint pas avec des médailles ou des cérémonies. Il vint avec quelque chose de bien plus précieux. Une semaine plus tard, il attendait sur le parking de l'hôpital. Alors que le quart de nuit de Betty se terminait, elle émergea épuisée, puis s'arrêta net en le voyant debout près de sa voiture. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il. « Je vous dois plus que je ne pourrai jamais rembourser. » Dans un café voisin, l'amiral fit glisser un dossier sur la table. Betty l'ouvrit, ses yeux s'écarquillant devant des dessins d'architecture et des documents légaux. « Je veux financer une clinique. Votre clinique pour les communautés mal desservies. » Les mains de Betty tremblèrent. « Je ne peux pas accepter ça. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. » Non, la voix de l'amiral était ferme. Ce que vous avez fait est ce que 14 médecins, avec des millions d'équipements, n'ont pas pu faire. Vous avez regardé. Vous vous êtes suffisamment soucié pour réellement regarder. Il fit glisser un autre document. L'éducation universitaire de votre fille, entièrement prise en charge, n'importe quelle école qu'elle choisit. Les larmes de Betty vinrent alors accablantes et imparables. Laissez-moi vous aider à amplifier votre voix. L'amiral continua. Vous m'avez donné la voix de ma fille. Laissez-moi vous donner les ressources pour aider les autres. Leur poignée de main devint une étreinte.
Deux étrangers unis par un miracle maintenant partenaires pour s'assurer que cela se reproduirait. Je ne sais pas quoi dire, murmura Betty. L'amiral sourit. Dites oui. 6 mois plus tard, la clinique communautaire Winters Rodriguez ouvrit à Charleston. Kate coupa le ruban et prononça son premier discours public. Sa voix était claire, confiante, portant à travers la foule rassemblée. Certaines familles naissent, d'autres sont faites. La nôtre a été faite en 4 minutes. À l'intérieur, la clinique bourdonnait de vie. Betty traitait les patients avec la même attention attentive qu'elle avait donnée à Kate. L'amiral, maintenant à la retraite et vêtu de vêtements civils, faisait du bénévolat à l'accueil, saluant tout le monde avec une chaleur sincère. La fille de Betty, Maria, serra une lettre d'acceptation universitaire, des larmes coulant alors qu'elle étreignait sa mère. Dans la salle de pause, les trois partageaient le déjeuner, riant comme la famille qu'ils étaient devenus. Kate parlait et signait simultanément, embrassant les deux mondes. Sur le mur pendaient des photos documentant leur voyage de ce banc de parc à ce moment de transformation. Voici ce que je dois vous faire comprendre. Ces 14 médecins pratiquent toujours, facturent toujours des millions. Le système qui a échoué Kate échoue à quelqu'un en ce moment. Si vous croyez que les infirmières comme Betty méritent plus de reconnaissance et de respect que les spécialistes qui n'ont pas pris la peine de regarder, laissez un commentaire disant « Plus de dossiers d'ignorer ». Partagez l'histoire parce que quelque part, une autre Kate attend que quelqu'un se soucie assez pour réellement la voir. Ne laissez pas l'algorithme enterrer ce